Oui, comme je viens d'être introduit, donc du coup la présentation que je vais vous faire, ce sera le traitement et la fusion d'images hyperspectrales de capteurs spectroscopiques pour l'étude des carottes sédimentaires. Donc comme on ne se connaît pas vraiment, comme je passe très rarement au holistique, donc mon cursus c'est une licence de physique-chimie, et ensuite j'ai eu un master en chimiométrie. Donc on peut dire que c'est du data mining appliqué à des données chimiques et spectroscopiques. Donc pour le sommaire de ma présentation, d'abord je vais vous présenter mes échantillons, les données et les différentes problématiques. Ensuite la première partie de la thèse avec la création de modèles prédictifs. La seconde partie de la thèse avec la fusion de données. Et la troisième partie de la thèse, c'est la combinaison de ces deux premières parties. Donc qu'est-ce que la sédimentation? Donc par exemple ici, on a la carotte du lac d'Aiguebelette, donc près de Chambéry. Donc on peut voir qu'on a des dépôts successifs, blancs et foncés. Et c'est des dépôts saisonniers principalement. Donc des dépôts plutôt blancs, ce sera des dépôts d'hiver, des dépôts foncés, des dépôts d'été. Et donc ces dépôts sont caractéristiques du bassin versant. Donc tout ce qui est apporté par les rivières, par les rejets atmosphériques, par toutes les activités sur les bords du lac et à l'intérieur du lac. Et donc une carotte sédimentaire, c'est un tube qui est envoyé au fond du lac avec des pressions, avec des marteaux. Et généralement la carotte elle mesure 2 mètres, ensuite elle est ramenée à Editem. On l'ouvre en deux, il y a une partie qui sera analysée avec des analyses destructives et l'autre partie est censée rester en archive, mais généralement elle est détruite aussi. Donc ces carottes on ne pourra plus jamais les retrouver ensuite, même si ça peut bouger n'importe où dans le lac. C'est pourquoi, donc comme je viens de vous montrer, là c'est la carotte du Bourget, donc on a plein de strates et des crues. Mais avec les analyses usuelles, donc par exemple une analyse lambda en vert ou une autre en jaune, on n'arrivera jamais à caractériser des informations à l'intérieur de chaque strate. Donc c'est pourquoi et donc elles ont plein de problèmes, de difficultés pour de la haute résolution. Donc elles sont non spécifiques, elles s'intéressent qu'à quelques molécules. Elles sont longues, elles sont en termes d'heures, de jours ou de semaines, voire des mois pour certaines, coûteuses, destructives comme je viens de vous dire. Elles utilisent des solvants dangereux et elles sont peu résolues spatialement. C'est pourquoi au cours de la thèse, on utilise des méthodes spectroscopiques et des méthodes de type d'imagerie qui sont elles rapides, non destructives, très informatives, parce qu'on a accès à un large panel de molécules, mais aussi des propriétés biologiques et physiques. Elles sont très résolues spatialement, de l'ordre du micromètre, mais elles ont des petits problèmes, donc elles ont une précision plus faible en termes de concentration par exemple. Elles nécessitent une calibration initiale avec les analyses destructives, avec l'utilisation de méthodes d'apprentissage automatique. Donc, au cours de la thèse, on a choisi de s'intéresser à deux proxys, donc deux variables d'intérêt. Donc la granulométrie, c'est-à-dire la taille des grains de sédiments, et aussi la matière organique, et ensuite le type de matière organique. Et cela pour 5 lacs, le lac du Bourget, le lac d'Annecy, le lac Léman et le lac d'Alos. Et on peut aussi s'intéresser à un côté image, avec le comptage des strates et leur labellisation. Au niveau des données, donc on a de nombreux capteurs, donc des capteurs de moyen infrarouge, proche infrarouge, UV visible, fluorescence et fluorescence des rayons X. Et tout cela, on les a à Editem avec des bancs qui sont en cours de développement. Donc on a un banc du côté des rayons X, un banc infrarouge avec le Raman qui va se rajouter et l'UV visible, et un autre banc avec la fluorescence. Et chacun de ces capteurs va nous apporter des informations chimiques et physiques qui sont propres à ce capteur. Et donc l'association de tous ces capteurs nous permettra d'avoir des informations complémentaires, différentes et redondantes parfois, donc ce qui permettra de confirmer entre les capteurs. Les capteurs sont aussi différents en fonction de leur acquisition. Donc on a 3 capteurs qui sont de type imagerie, donc on a accès à des pixels sur toute la carotte. On a 2 capteurs qui sont linéaires, donc on aura juste une acquisition au centre de la carotte. On a des points, donc des acquisitions par-ci par-là dans la carotte. Donc l'objectif de la thèse, donc comme je l'ai dit avec le sommaire, c'est la première partie, utiliser une approche chimiométrique pour faire des modèles de prédiction sur certaines variables, que l'on va associer avec la fusion de tous ces différents capteurs pour avoir des prédictions chimiques, biologiques et physiques à haute résolution. On va commencer par la première partie de ma thèse qui s'étale sur la première année et demie, on va dire, avec la création de modèles prédictifs. Donc au cours de la première année,
j'ai utilisé tous les algorithmes que je connaissais, ainsi que ceux que je trouvais dans la littérature. Donc ça va de la classification non supervisée, donc des choses à l'aveugle. On cherche des signaux qu'ensuite on essaie d'associer à quelque chose que l'on connaît. Donc, par exemple avec l'extraction d'add number, donc un signal spectroscopique est en fait une somme de sous-signaux qu'on va chercher à extraire. Ensuite on a des méthodes plus classiques en classification, de type l'analyse en composantes principales, des k-means ou des classifications ascendantes hiérarchiques, ou des méthodes supervisées qualitatives avec les cas plus proches voisins ou de l'analyse discriminante, des réseaux de neurones ou des machines à support de vecteurs. Et la méthode que j'ai choisi d'utiliser pour la deuxième et troisième année, c'est une méthode quantitative, donc la régression des moindres carrés partiels, partial d-square, PLS. Et toutes ces méthodes peuvent s'appliquer autant sur la dimension spectrale que sur la dimension spatiale. Donc, par exemple, on a fait avec Alexandre Benoît des essais de détection des strates avec du deep learning. Et j'ai essayé aussi de le faire avec un réseau de neurones standard. Déjà, ça fonctionnait bien, et puis on verra avec Alexandre Benoît pour du deep learning. Donc voilà la méthode que j'utilise, donc la régression des moindres carrés partiels. Donc c'est un algorithme qui est assez similaire à l'analyse en composantes principales. L'analyse en composantes principales, par exemple, va s'effectuer dans un seul bloc. Pour la régression des moindres carrés partiels, on va s'intéresser à associer les deux blocs entre eux. L'ACP cherche à maximiser la variance dans les données, lier les axes à un maximum de variabilité. Pour la PLS, on va chercher à nos axes qui portent le maximum de variabilité, mais liés à une variable qu'on cherche à estimer. Donc avec la méthode PLS, on avait une première problématique, c'est comment lier nos informations destructives, qui sont millimétriques ou centimétriques, avec nos voxels qui sont eux micrométriques. Pour cela, on a proposé de s'intéresser à une méthode de bootstrapping, c'est-à-dire qu'on va tirer aléatoirement un spectre dans chaque zone d'échantillonnage. Donc par exemple, un spectre dans la zone bleue, un autre dans la zone verte et un autre dans la zone orange. Ainsi, on va créer des sets de données. Chaque set va être divisé en deux. Une partie en calibration pour estimer des coefficients de régression pour chaque longueur d'onde, et une autre partie pour valider ce modèle et vérifier sa performance. Ensuite, avec tous ces modèles, on va garder les meilleurs, voir comment ils fonctionnent, dans quelle zone spectrale porte l'information, et réduire nos modèles avec les longueurs d'onde caractéristiques de la variable qu'on cherche à estimer. Donc, par exemple, ici, avec des méthodes de sélection de variables, donc ici c'est un spectre proche infrarouge, on s'intéresse à des molécules de type matière organique, par exemple ici avec la chlorophylle. Donc on a majoritairement des liaisons CH, CO, C et CN. Donc si on cherche les longueurs d'onde les plus caractéristiques dans nos modèles pour la matière organique, en enlevant les bandes bruitées parce que le détecteur n'est pas assez performant et les bandes liées à l'eau parce qu'elles ont tendance à perturber nos modèles, on voit que les liaisons en vert, celles sélectionnées, sont justement les liaisons chimiques liées à ces liaisons que je viens de vous dire, les CH, les CO et les CN. Ensuite, si on utilise ce modèle sur l'ensemble de notre image hyperspectrale, donc ici, on voit qu'on va retrouver nos structures de type strates. Et donc il y a des strates qui vont donc porter plus de matière organique que d'autres. C'est surtout les strates d'été qui portent le maximum de matière organique, de par les dépôts de feuilles, d'herbes et tout ce qu'on peut trouver dans le bassin versant. Si l'on regarde, là ce sont les analyses destructives, les 21 valeurs qu'on a sur la carotte. Ici la variation moyenne de notre carte. Et ici un autre ratio, mais lui qualitatif, que l'on trouve avec de la fluorescence des rayons X, mais qui lui est très utilisé pour justement la matière organique dans la littérature. Donc on voit que ces deux ratios, donc un qualitatif et un quantitatif, se rejoignent plutôt bien avec une corrélation de 0,71. Et justement, si on fait des zooms dans la partie strate ou dans une partie crue, on voit que ces deux ratios, donc le bleu c'est notre modèle quantitatif avec le proche infrarouge et celui-là c'est un modèle qualitatif. Donc on voit que les pics se suivent plutôt bien.
Et pour la partie crue, on a quelques problèmes ici par exemple, et ça serait dû à la granulométrie qui perturberait un des deux modèles. Et justement, on doit faire d'autres tests sur d'autres carottes pour valider ou infirmer quel ratio est le meilleur à utiliser. Donc maintenant, la deuxième partie de ma thèse pour la fusion des données, que j'ai commencé il y a 2 mois. Donc on va fusionner principalement les méthodes d'imagerie. On en a 3, donc le capteur visible proche infrarouge, avec des tailles de pixels de 60 et de 189 microns, et des capteurs de fluorescence avec une taille de pixels de 120 microns. On a 4 cubes qu'on veut associer avec leurs 3 tailles de pixels différentes. Donc je proposais d'utiliser des méthodes de fusion au niveau pixel. Donc l'étape cruciale, c'est le recalage, parce que notre échantillon il est vivant, il bouge, on a de l'eau qui s'évapore, donc les strates elles vont varier en termes d'épaisseur. On utilise différents bancs d'acquisition, donc on n'a pas le même point de vue. Donc on a un recalage spatial à faire avant l'étape de fusion. Et donc pour le recalage, comme en remote sensing pour la fusion, on utilise des bandes qui se recoupent. Ici nos cubes ne se recoupent pas du tout. Donc je proposais de recaler et de fusionner à partir d'informations chimiques qui sont similaires, parce qu'on a des harmoniques. Et donc par exemple sur le capteur Venir, on va regarder les bandes OH, donc on a 5 bandes OH dans le capteur Venir, et 3 dans le bande SWIR, donc on peut faire 15 combinaisons, donc 15 modèles de recalage et de fusion. Et donc ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est qu'un recalage global se balance sur des corrélations d'intensité et une approche multi-résolution. Elle n'est pas assez performante pour déterminer les limites de strates. Elle est non robuste aux variations de surface, c'est-à-dire les trous ou les fissures. Mais par contre, les 15 combinaisons avec les bandes OH convergent. Donc, ce qui est déjà plutôt bien et qui montre que notre approche se basant sur les OH peut être assez performante. Donc ce que je vais faire bientôt, ce sera les recalages de type locaux, adaptatifs. Donc si vous avez des suggestions pour cette partie-là, je suis preneur. Et pour l'approche de type fusion, donc je m'intéresse à une approche de type AR6, donc amélioration de la résolution spatiale par injection structure. Donc cette méthode, elle dégrade très peu le côté spatial, le spectral qui moi m'intéresse, mais elle ajoute du côté spatial justement. Et donc par exemple avec notre capteur Venir, on va décomposer en ondelettes, on va obtenir notre Venir à une plus faible résolution, elle aura été compressée, ainsi que 3 images de détail, verticaux, horizontaux et diagonaux. Et on a notre SWIR qui, elle, a la même résolution que la Venir compressée. Et donc avec AR6, on va chercher à estimer à partir des coefficients des images de détail verticaux et horizontaux et diagonaux, ceux pour la SWIR, et justement inverser pour reconstruire par ondelet notre cube SWIR à plus haute résolution. C'est ce qu'on fait ici. Donc notre Venir, on va la décomposer 2 fois pour la ramener à la résolution du capteur SWIR. Ensuite, on va les décomposer tous les 2 fois et on va essayer de lier nos décompositions horizontales, verticales et diagonales avec un modèle linéaire se balance sur 2 coefficients A et B qui regardent les variances et les moyennes des cubes. Et toujours sur les bandes OH, et ensuite on va estimer pour les autres longueurs d'onde ces coefficients A et B. Et ensuite on utilise ce modèle, on l'inverse et on obtient notre capteur SWIR à la plus haute résolution qu'on peut ensuite fusionner simplement par concaténation. Si l'on regarde les résultats actuels avec ce que j'ai pu faire avec l'équation simple, donc on a la Venir à 60 microns, on voit qu'on a plein de petites structures qui sont sans doute liées à la taille des grains. Si on la décompose à 240 microns, on perd cette information. Justement, on ne trouve pas cette information granulométrique à 240 microns sur la deuxième caméra. Et justement, avec l'approche fusion, on ne gagne pas ce côté information spatiale, donc le côté grain. Si on regarde avec la PLS, donc le côté quantitatif, donc ça c'est un modèle qui a été développé sur toute la carotte, parce que là on fait la fusion sur une toute petite partie. Donc on voit qu'on retrouve nos strates. Si on regarde sur juste la partie à fusionner, on voit qu'on est plutôt lissé, entre guillemets. Et si on regarde notre capteur à 60 microns, là on a beaucoup de perturbations liées aux variations de surface, parce que là on voit qu'on est plutôt dans l'ombre et là dans la lumière, donc on a un problème de luminosité peut-être, ou c'est la carotte qui n'est pas assez horizontale.
Pour la suivre, pareil, pour l'avenir plutôt, pareil, on a des problèmes de surface. Mais par contre, si on regarde les deux fusionnés, on ne voit plus trop ces effets de surface, sans doute liés aux longueurs d'onde qui auraient été sélectionnées par le modèle utilisant les deux capteurs fusionnés. Donc en conclusion sur la fusion, donc on a pu voir que je vous dis que l'approche, elle ne touche pas aux dimensions spectrales, mais elle n'ajoute pas suffisamment d'informations spatiales avec l'information actuelle. Donc après discussion avec Rémi et Pierre, il faut que je teste et valide l'équation linéaire que j'ai proposée, et si elle ne fonctionne pas, on passera à des modèles plus sophistiqués de type polynomial par morceau, ou des splines, ou toute autre équation. Et en conclusion de ma présentation, donc on a pu voir que la régression PLS semble assez fiable pour prédire certaines proxys, mais il reste encore quelques problématiques à regarder, comme par exemple le lien entre les données millimétriques, centimétriques avec celles micrométriques de nos pixels, comment gérer les données prédites hors calibration, parce qu'on a nos données de calibration qui varient entre X et Y, mais on peut prédire en dehors de cette gamme, comment gérer l'incertitude pour chacun de nos pixels. Et pour l'approche de recalage fusion, donc on a beaucoup de perfectionnement à se faire. Et regardez les facteurs d'échelle toujours. Regardez qu'est-ce qu'on peut voir avec un capteur à basse résolution et à haute résolution, par exemple avec l'histoire intégrale. Et au niveau des valorisations sur les 2 années de thèse, j'ai 2 communications orales internationales, une en sédimentaux et une en chimiométrie, 2 postes internationaux pareil dans les 2 domaines. Et l'année prochaine, on va essayer de viser des congrès internationaux de fusion, et français en chimiométrie et en sédimentologie. Et pour la collaboration avec Rouen, on a des posters et des com orales en sédimentologie. Et au niveau des articles, donc ici on a pris beaucoup de retard, on n'a pas encore commencé à rédiger. On commence tout juste à rédiger. On a un papier en sédimentologie pour l'approche que je viens de vous montrer sur le Bourget pour la matière organique. Et ensuite on va continuer avec les limites de ce modèle, utiliser la même approche pour la granulométrie, utiliser de la fusion multicapteur avec des publiés en chimie, regarder des comptages de strates et voir comment on peut les valoriser. Et si tout va bien, l'année prochaine, on aura une méthode de fusion nouvelle et on pourra publier dans des articles, dans des publis de fusion. Merci pour votre attention. Des questions ou des compléments des encadrants? Si vous avez des idées sur la fusion ou le recalage. Donc, si j'ai bien compris, tu fais le recalage canal par canal sur tes données multispectrales, c'est ça? Je choisis certains canaux que je sais qui portent la même information. Donc avec la redondance, avec toutes les transformations que tu retrouves, c'est laquelle que tu choisis pour recaler? Les 15 combinés, les 15 modèles de recalage que je fais tourner sur les bandes OH, ils fit de la même façon en fait. Donc au final, j'utilise une seule des transformations sur l'ensemble des cubes. Un des problèmes qu'on a eu, c'est surtout le recalage des différentes images, des différents capteurs qui ne sont pas pris au même instant. Donc du coup, comme les sédiments, c'est mou, et donc la structure a bougé. Et comme les capteurs n'ont pas les mêmes longueurs d'onde, donc on ne peut pas les recouper. Donc c'est surtout ça qui a embêté Kevin, qui a retardé un peu les travaux. Bon, là et maintenant, il y a plein de choses à faire, à tester et à valoriser. Il y a un gros travail de fait sur toute l'implémentation de toutes ces méthodes-là, d'analyse de ces méthodes, et puis après valoriser, regarder par rapport à ce qui se fait en test destructif, voir si en comparant, on retrouve les mêmes choses. Donc ça c'est. On retrouve les mêmes choses et puis après maintenant c'est valorisé. Ouais. Maintenant, si vous avez une méthode de recalage super bonne, on est preneur.
Il y a un truc qui a été développé par l'ONERA pour du recanage de choses vraiment hétérogènes. Ça s'appelle E-Folky ou G-Folky, il y a une variante. Je vais t'envoyer le papier. Il y a un filtre d'ordre au milieu. C'est du feu optique, mais derrière il y a du filtre d'ordre pour justement tenir compte du fait que c'est pas les mêmes radiométries. Le CNES, il doit y avoir des trucs qui sont amusés à caler des images optiques et des images SAR. Comment on fait pareil, c'est quand même pas évident. L'optique utilise des gradients de l'image. Ouais, mais après avec l'image SAR, je sais pas. C'est vrai que c'est pas ce qu'ils utilisent, c'est vrai qu'ils donnent souvent les données recalées. Mais il y a du code en plus, c'est du code en ligne, donc on connaît bien les gens aussi. Pourquoi tu m'envoies Je veux dire que vous êtes très intéressé par la méthode de Pierre Vacher. Oui, Recalage est en train de... Pierre Vacher a développé une petite méthode avec des imagettes, des logiques, etc. Ils sont en train de regarder. On va regarder ça aussi. C'est en construction 3D, c'est clair. J'ai essayé sur le radar, ouais, ça marche pas.